Les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, en tout cas pour ceux qui sont encore membres de l'organisation, parce que certains sont vraiment sur le départ, ceux donc qui sont encore membres de l'organisation se sont vus dimanche, c'était donc à l'occasion de ce 105e sommet des chefs d'État donc de ces pays-là, se sont vus dimanche pour discuter de l'avenir de l'organisation. Et entre autres actes posés, la reconduction du président nigérian à la tête de l'organisation, la redéfinition et la relance, je dois dire, du projet de monnaie unique pour la CEDEAO et bien d'autres choses. On va évoquer ces deux sujets-là pendant nos discussions de ce matin. William, bonjour. Eric, bonjour. Franck et Rich, bonjour tout le monde. Alors on va commencer déjà par le tout premier acte assez visible et assez lisible. Bola Tinubu qui a été reconduit à la tête de l'organisation. Moi j'ai été personnellement surpris quand on a vu un peu, je dois dire, le calme et le silence et surtout la difficulté que l'organisation a eu à faire entendre sa voix face à des crises comme celle du Burkina Faso, face à des crises politiques comme celle du Niger. Est-ce qu'il fallait s'attendre vraiment à ce qu'on reconduise Bola Tinubu à la tête de l'organisation, William? C'est un sentiment mélangé entre surprise et non-étonnement. Parce qu'en fait, il faut se souvenir du contexte de la session de Bola Tinubu à la tête de la CEDEAO. Il venait de devenir président. Il était un prosélyte, gros néophyte à la tête de l'État, même si c'est un habitué au rouage. Voilà, on a des dit questions, c'est un faiseur de roi devenu roi. Mais ce n'est pas la même chose que la CEDEAO. C'est comme Bassirou Diomaye Faye qui était à sa toute première session. En 100 jours de gouvernance, supposer que Diomaye Faye prenait peut-être le dessus ou le lead de la CEDEAO. C'est un événement comme celui-là qui était arrivé. Juste pourquoi? Parce que 400 millions d'habitants que nous sommes dans l'espace ouest africain, dans cette CEDEAO, le Nigeria en a la moitié. L'hégémonie économique, l'hégémonie de cet État dans la sous-région était palpable. Et on avait envie de redéfinir les cartes, de remettre encore la présidence de la CEDEAO à un chef d'État nigérian, nouveau ou ancien soit-il, de sorte à stabiliser, à rabattre les cartes et à remettre les jeux à zéro à une certaine époque. Je pense qu'il ne l'a pas pu. L'objectif n'a pas été atteint parce que la crise nigérienne aura été la principale question. Et l'épine dorsale de cette crise a été la position de la CEDEAO, les interprétations faites à tort et à travers, les prises de position, notamment vis-à-vis du Niger, les sanctions, l'évocation d'une possible intervention armée, bref, les dévoiements successifs répétés de la CEDEAO sur cette question, ce qui a annihilé tous les autres efforts ou toutes les autres actions qui ont été faites. Parce que c'est sous Bola Tinubu que l'initiative régionale d'électricité sous-régionale à travers quelques pays, le Ghana, le Togo, le Bénin, tout ça a été inauguré ici à Cotonou, mais tout ça n'a pas pu être grand et vu comme tel, mesuré à sa juste valeur, parce qu'entre-temps, on s'est fourvoyé dans la crise nigérienne qui a été pour moi le gros échec, mais surtout ce qu'on retient le plus de ce mandat. Franck, je pense que c'est surprenant, mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre lorsqu'on se met dans la dynamique de quelqu'un qui a commencé par, c'est vrai, ensemble avec ses pairs, commencé par gérer des situations dans la sous-région. Je veux parler des coups d'État et autres, surtout la crise du Niger. Et donc, on peut lui donner, on lui a donné la possibilité de poursuivre dans cette dynamique. Parce que tous ensemble, c'est vrai, nous prenons les décisions, mais il faut quelqu'un pour conduire, pour suivre et pour essayer d'aller plus loin. Je pense que, vu sous cet angle-là, on peut comprendre pourquoi les chefs d'État de la CEDEAO ont reconduit Bola Tinubu un peu pour dire, restons dans la même dynamique jusqu'à ce que nous trouvions solution aux problèmes que nous traînons. La deuxième chose pour moi, c'est que, bon, celui qui devait succéder à Bola Tinubu, lui-même, il a dit qu'il souhaiterait que Bola Tinubu soit... Enfin, il s'est désisté, il a dit qu'il ne le voulait pas. Et puisque c'est Bola Tinubu qui était là, je pense que ses pairs lui ont fait encore confiance pour garder la présidence de la CEDEAO. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous voyez la position
du Nigeria aujourd'hui dans le Conseil des Nations, qui reste encore au niveau de la CEDEAO, ben, le Nigeria garde toujours un poids, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan géopolitique, et les décisions qui vont se prendre autour de Bola Tinubu, qui a évidemment un certain âge aussi. Je pense que ça peut se jouer sur ces axes-là. Maintenant, attendons de voir ce que ça va donner, parce que, comme l'a dit William, il est venu dans un monde qu'il ne maîtrisait pas trop. Aujourd'hui, il a pu s'imprégner des réalités que vit la CEDEAO, et la CEDEAO aujourd'hui qui doit également faire en sorte de survivre face à la menace de l'AES, qui est en train d'étendre ses tentacules pour même recruter d'autres États. Je pense qu'il était important de trouver quelqu'un qui concilie toutes les positions. Et je pense que son mutisme, tel que vous l'avez dit, c'était stratégique. Peut-être que ça se murmurait ou ça se discutait en leur sein pour dire tu vas revenir. Donc il faut qu'il garde un certain charisme. C'est quoi? On a un salaire spécial quand on est président de la... Non, le bilan joue pour beaucoup. Lorsque vous êtes à la présidence et au terme de votre mandat, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'actions ont été menées avec succès. Cela aussi, ça remonte un peu votre image. Le riche, pourquoi il a été reconduit, à votre avis? Pour moi, c'est sans surprise, parce que je me suis dit, il y a beaucoup d'autres aspects que nous ne voyons surtout pas. Surtout qu'aujourd'hui, quand on regarde la CEDEAO, nous ne voyons que ces conflits, ces dissensions entre les États causées par la décision que vous connaissez très bien et qui, entre-temps, a séparé les pays frères qui devraient rester au sein de la même organisation sous-régionale. Mais au-delà de tout ceci, il faut voir des commissions qui travaillent. Il faut voir d'autres aspects comme l'énergie. Indépendamment de l'avènement de Bola Tinubu, ça existait depuis. C'est un leadership qui incarne. Et c'est ça justement tout le travail. En réalité, quand vous positionnez quelqu'un pour diriger un groupe, son charisme, son leadership donne de l'engouement, soit il fouette l'engagement des uns et des autres pour avoir le résultat. Donc on a vu ceci à son niveau, et qu'on le veuille ou non, il a quand même fait bouger les lignes à son niveau. Donc, si déjà on a eu quelques avancées à son niveau, parce qu'au-delà de tout ce que le public voit, c'est la crise avec l'AES. Alors qu'au-delà de la crise, il y a eu beaucoup d'autres avancées. Il y a par exemple l'intégration sous-régionale. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits à ce niveau. Et aujourd'hui, quand on regarde, quand on pèse la balance, il y a ce qui est plus vu par tout le monde et ce qui se fait en sourdine. C'est vrai qu'il n'y a pas la communication par rapport aux autres, puisque vous le savez très bien, en communication, quand il y a accident et qu'il n'y a pas mort, c'est qu'il n'y a pas événement. Mais quand il y a mort, il y a événement. C'est de la même manière que quand on regarde la CEDEAO, on ne voit que les taches d'ombre, les taches sales, les points noirs. Voilà. Donc c'est cet aspect-là que beaucoup ont gardé. Mais au-delà de tout, quand on regarde Tinubu, c'est quelqu'un qui a incarné une certaine vision pour l'institution, même si cette vision-là dénote aussi du point noir, parce que c'est sur lui qu'on doit reconnaître qu'il y a un engagement fort des chefs d'État pour attaquer, ou du moins c'est pour aller défendre un pays avec une pour aller remettre au pouvoir quelqu'un qui a été... Peu importe le mot qu'on utilise, le plus important ici, c'est qu'on ne retient que c'est une armée de la sous-région qu'on veut déployer dans un pays qui est souverain. Donc c'est cette tâche sombre-là que beaucoup gardent. Mais au-delà de tout, c'est un leadership. On lui donne maintenant, son deuxième mandat, c'est qu'on lui donne aujourd'hui la chance de remettre les choses en œuvre, parce que vous n'êtes pas savoir que l'AES est déterminé à garder sa position. Eric, j'ai plutôt le sentiment qu'avec le temps qu'il fait, personne ne prend le risque d'être président de la CEDEAO. Après, on sait que c'est... Non, il n'y a que juste, comment il s'appelle, qui existe, comment... pourquoi son nom m'échappe. Après, c'est déjà arrivé que le président a désisté, et cela a profité à notre président ou a permis de reconduire un président. Je pense aussi que nous savons que la CEDEAO traverse une zone de turbulence en fonction des crises que nous avons et des défis que l'organisation a relevés, notamment sur la question de la monnaie, et que peut-être on estime que le Nigeria, qui reste quand même un pays assez fort, assez puissant, assez solide dans la région, n'est-ce pas, peut jouer un rôle d'entraînement des autres États, n'est-ce pas, dans ces réformes, dans cette révolution. Et donc,
donc, il faut peut-être encore solliciter M. Tinubu à continuer véritablement à jouer ce rôle. Mais ça va être encore difficile pour lui parce que l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'organisation, il y a des crises un peu partout qu'il faut véritablement gérer. Il faut peut-être sortir de ces crises avant véritablement de repenser à réformer l'organisation, puisque dans son discours, c'est le défi qu'il s'est donné de réformer véritablement la CEDEAO. Est-ce que les autres présidents aussi membres de la CEDEAO sont aussi d'accord? Moi, j'ai plutôt le sentiment que vous en avez qui sont dedans, où la fragilité de la CEDEAO leur profite. Quand au niveau de ces pays, on peut jouer à manipuler les tests et que la CEDEAO peut rester parfois silencieuse ou timide sur ces questions, ça les arrange. Et donc, ça va être un peu compliqué pour Tinubu de réformer véritablement la CEDEAO dans tous ces aspects. Nous savons aussi qu'il y a des questions de sécurité et que le Nigeria, en tant qu'État aussi frappé par cette question, peut évidemment jouer un grand rôle, tout en amenant les autres États également à créer cette force conjointe dont on parle depuis plusieurs années. Donc il y a tellement de questions sur la table. De dire, tu as allumé tes feux, bon, tu ne pars pas, on te donne encore 12 mois pour les éteindre. Va éteindre ton feu toi-même. Après, nous savons que 12 mois ne suffira pas. Oui, ça c'est clair. Mais est-ce que ça n'aurait pas dû, en tout cas si la CEDEAO faisait priorité au retour des trois enfants difficiles là, si c'était une priorité, est-ce que la CEDEAO n'aurait pas bien fait de nommer ou de voter pour Diomaye Faye par exemple, qui a quand même, je dois dire, la discussion la plus facile avec ces trois aujourd'hui? À la tête ou à la tête de la CEDEAO? Non, vous savez... Parce que la présence de la personne de Bola Tinubu peut être aussi un sujet, étant donné le ton qu'on a eu dans le temps. Oui, en une certaine mesure, oui. Maintenant, est-ce qu'ils sont si rancuniers envers Bola Tinubu? Je ne sais pas ce qu'il en est du Burkina et du Mali, mais pour le cas nigérien, on sait que les relations ont repris et que le dialogue a repris entre Niamey et Abuja. Au nom de ça, il n'est pas si mauvais interlocuteur que ça. Mais à côté, Bassirou Diomaye Faye, c'est stratégique. Vous le connaissez dans son idéologie, dans son panafricanisme de gauche, sa façon de voir les choses. Au nom de ça, il ne prendrait pas le risque, 100 jours seulement après son accession à la tête de son pays, d'aller sur ses patates chaudes et au risque de se brûler les doigts. Donc c'est trop facile de critiquer, hein? Oui, c'est une évidence. Maintenant, ce n'est même pas la première fois qu'un président autour de son pays de gouverner la CEDEAO se désiste. Voilà, Tinubu est venu dans un contexte pareil à un désistement. Oui, et pourtant il a pris la main. Hein, il est venu après. Voilà comment il a pu gérer ou il a pu s'en sortir. On dira que c'est un concours de circonstances. Moi, ce que je vois plutôt, c'est cette façon de mandater Bassirou Diomaye Faye, interlocuteur privilégié aujourd'hui et légitimement le plus assis parmi tous ces gouvernants de la sous-région, à parler droit dans les yeux à ces putschistes et à leur dire, en fait, il y a des solutions à la Diomaye Faye, aux problèmes que nous avons dans nos démocraties. Mon pays l'a expérimenté, je peux vous en parler. Faure Gnassingbé, le toujours en demi-teinte, toujours blanc par endroits et noir par l'autre côté, est très proche de ces putschistes. Et cette coloration, cette bicoloration ou multicoloration lui a été de tout temps utile pour subrepticement se glisser auprès des putschistes et d'autres dissidents de la sous-région. Cela a marché avec les 46 soldats français. Cela a marché aujourd'hui avec Niamey et Ivoiriens, pardon. Cela a marché avec Niamey dans la crise bénino-nigérienne. Cela marche avec Ouagadougou aussi parce que le sud du Burkina est très miné, mais au nom des relations entre le Togo et le Niger, on exploite ce corridor pour pouvoir transiter, envoyer les produits à Niamey. J'en aurais fini quand je dirais que cette approche de ne pas prendre la tête de la CEDEAO, mais plutôt de surfer sur ces fibres et ces moyens dont disposent ces deux médiateurs, et ce moyen-là, cette option est meilleure, quitte à voir si le 25 janvier 2025, comme nous l'entendons, ils vont vraiment acter leur départ de la CEDEAO.
Quand même, il faut sa multitête pour accompagner la CEDEAO dans ces décisions qui parfois créent des dissensions au sein de l'institution. Mais de façon plus sérieuse, il faut préciser que Diomaye Faye était d'une certaine manière un peu... n'a pas encore tout le bagage qu'il faut pour pouvoir véritablement conduire l'institution en ce moment. Parce qu'il est venu dans des circonstances, au niveau de son pays déjà, dans des circonstances où il faut d'abord régler certaines choses. Et déjà, c'est une lourde mission qu'il a à ce niveau-là, et qu'on lui donne encore un héritage difficile à porter déjà par ses pairs, en fait, ses aînés, qui ont déjà l'expérience de la chose, mais qui tremblent à prendre justement cette responsabilité. Je pense qu'il a bien fait de se dérober, et c'était la solution idéale pour lui. Et par rapport à Tinubu, c'est vrai que Tinubu aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une manière de dire, nous te reconduisons, pas nécessairement pour éteindre ton feu, mais nous te reconduisons pour que ce qui est déjà là comme problème, qu'on puisse ensemble trouver encore une solution. C'est une manière de lui dire, on te donne une chance pour te rattraper, parce que qu'on le veuille ou non, l'histoire retiendra que c'est sous Tinubu que les 3 autres pays ont décidé de partir. Donc ça fait partie de son bilan. Et donc, qu'on le veuille ou non, c'est ça. C'est un bilan lourd. Maintenant, à lui maintenant de voir si éventuellement il peut ramener les 3 enfants qui veulent sortir de la maison, qui veulent quitter la paternité, et s'il peut les ramener au bercail, ils ont escaladé les murs. Ils ont commencé à construire leur case. Mais on connaît aussi l'histoire de l'enfant prodige. On connaît aussi l'histoire de l'enfant prodige qui peut revenir à la maison au moment opportun. Trop lourd, justement, sur sa tête, que ça soit justement quand il est président, que ces crises ont secoué la CEDEAO. Mais quand en 2023, il prononçait son discours « Nigeria is back », « Nigeria de retour », c'est véritablement pour amener le Nigeria à jouer un rôle au sein de cette organisation. Et je me dis que les 1 an passé, avec les crises qui ont secoué l'organisation, il n'a pas eu le temps de s'occuper véritablement à mettre en œuvre sa vision, n'est-ce pas, de réformer la CEDEAO. Il a sans doute aussi essayé de convaincre ses pairs à lui accorder une seconde chance pour que ce travail soit fait. Parce que si nous mettons de côté les crises, bon, la CEDEAO, ce n'est pas que les questions de crise. Vous avez des questions d'intégration, l'opérationnalisation de la question de la force commune. Vous avez tellement d'enjeux à l'intérieur de cette organisation. Tellement, comme par exemple... Le Nigeria, qu'on le veut ou non, a un rôle à jouer, c'est 70% du PIB de la CEDEAO. Et donc, c'est assez stratégique que Tinubu reste à la tête de la CEDEAO et puisse continuer par dérouler son projet. Alors, il y a beaucoup de projets, comme vous l'aviez dit, notamment cette éternelle question, c'est pas quand est-ce qu'on va la résoudre, de la monnaie unique. J'espère qu'en 2027, ce sera la bonne. Franck, la CEDEAO, qui a décidé de relancer justement le projet monnaie unique. Pour moi, ça ne devrait même pas être à l'ordre du jour. À l'occasion de ce sommet, en tout cas dans le contexte actuel, au moment où vous avez... qu'est-ce qui fait la force d'une monnaie, ou qu'est-ce qui fait la force lorsque vous mettez ensemble pour créer quelque chose? C'est lorsque il y a... le groupe est bien compact. Aujourd'hui, il y a des fissures créées par la CEDEAO elle-même du fait de ces prises de position qui ne sont pas toujours adéquates, disons, aux problèmes qui se posent. Lorsque vous dites que vous voulez créer une monnaie commune et au même moment, vous avez des gens qui sont sur le départ. Il y a 3 pays qui sont en train de partir. Est-ce que véritablement, nous sommes en train de mettre cela sur pied pour intégrer davantage les États? Oui, mais en Europe, il y a des pays qui n'ont pas forcément adhéré au projet, mais le projet n'est pas mort pour autant, bien au contraire, il a prospéré. Non, mais et même qu'actuellement, d'autres pays se sont retirés. Pourtant, l'euro ne s'est pas effondré. Hein? C'est vrai, mais lorsque vous voyez par exemple la position du Niger, lorsque vous voyez la position du Burkina, les pays de l'interland aujourd'hui qui sont autour du Bénin, que le Bénin doit aider, que les autres pays également doivent aider en termes de renforcement de leur potentialité économique, et que ces pays-là soient en train de partir et qu'on veuille créer une monnaie commune, moi, ça me pose un problème. Peut-être que les économistes me diront, mais ils peuvent partir, la monnaie va suivre et tout ça, mais il y a problème. Si aujourd'hui, c'est notre souhait que les frontières soient ouvertes de l'autre côté, si ces frontières-là restent comme ça,
tout le temps? Est-ce que vous pensez que les deux pays, et ces deux pays, notamment le Bénin et même avec le Burkina et tout ça, est-ce que véritablement, économiquement, nous serons à l'aise? Donc, moi, je pense qu'il faut regarder d'autres sujets. S'il y a trois déjà, les gens pensent qu'ils peuvent créer une monnaie unique. Pourquoi est-ce que à 12 ou à 13, c'est pas trop, on peut pas créer une monnaie unique? Où va l'Afrique avec cette division? 2-3 pays avec une monnaie, 12 autres pays avec une autre monnaie. Où est la force finalement de l'Afrique? Je pense que c'est cela qui nous retarde davantage. Oui, et le riche. Vous savez, cette histoire de monnaie, il faut la prendre avec beaucoup de pincettes. Parce qu'aujourd'hui, il faut se poser deux premières questions. La première question, quelle monnaie pour quel pays? Quand je dis pays, c'est au pluriel. Deuxième chose, on a dit les oui, non, pour tout le monde. J'ai dit quelle monnaie pour quel pays? Et quel pays au pluriel? C'est-à-dire, quels sont ces pays qui vont utiliser cette monnaie unique? On en parle depuis longtemps, mais vous voyez, il y a beaucoup de dissensions autour. Deuxième aspect, quelle est la force de ces pays-là pour pouvoir contenir la monnaie unique? Nous avons vu déjà d'autres pays qui ont opté pour la monnaie unique. Le Nigeria, là, un exemple, on sait ce que c'est. Le Ghana est là, c'est un exemple, on sait ce que c'est. Des pays qui connaissent, Ces pays n'ont pas disparu depuis des pays qui connaissent des fluctuations de monnaie au jour le jour, presque au moins parfois 2 à 3 fluctuations en une même journée. Et aujourd'hui, vous voulez faire quelle monnaie? Et quand on sait que la CEDEAO, le soubassement de la monnaie CEDEAO, je veux dire précisément, on sait qu'il y a une puissance étrangère derrière. Cet écho qu'on veut créer, jusqu'à présent, ils ne s'entendent pas encore. Il y a des pays anglophones, il y a des pays francophones. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de monnaie unique, est-ce qu'ils s'entendent déjà pour dire, oui, ensemble, nous sommes prêts pour cette monnaie économique? Mais là, pour quelle puissance qui va rester derrière? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que il doit avoir forcément une puissance pour rester derrière? Non, mais tel que l'écho, tel que l'écho pour l'instant, tel que l'écho pour l'instant, pour dire c'est notre monnaie. Nous ne sommes pas dans une autre partie du monde. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Notre monnaie également doit suivre une ligne donnée. Doit aller sur d'autres marchés. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, c'est un problème qu'on doit gérer. William, j'espère que vous avez demandé la permission à Alassane Ouattara pour faire le débat que vous faites. Bon ben, je sais pas, en tout cas. Au passage, il y a deux choses. La première, soit la CEDEAO sursoit à ce débat, se concentre sur le départ définitif ou non des trois, le temps de relancer la question de l'écho, ou soit on constate que la machine de départ est en cours, on y trouve des solutions qui sont en branle aussi, le temps que la CEDEAO poursuive son train-train quotidien, poursuivre ses actions. Quand j'analyse les faits de cette façon, je me dis, est-ce que la menace de départ ou les initiatives concrètes, les actions de départ de trois pays doivent amener la CEDEAO à se taire sur les questions liées à son agenda, la force militaire, la monnaie unique, ainsi de suite, etc. La lutte contre le terrorisme. Je pense qu'on ne peut pas se taire et attendre forcément d'abord le retour des autres pays. Maintenant, quand j'ai dit ça, je me questionne sur la question de la monnaie unique. On a dit 2027, c'est vrai? On connaît les... Vous savez combien de fois ils ont donné de date? Dans le contexte là. Mais là, on a un Nigeria qui s'était énervé. On a un Nigeria qui avait pris le lead. D'ailleurs, même qui a le lead, on peut comprendre un peu, c'est une puissance économique de la sous-région, etc., qui s'était énervé avec les jeux de cache-cache et autres, pratiquement éhontés de Alassane Ouattara, qui a fait échouer la monnaie, il faut le dire assez clairement. Aujourd'hui, on a le retour du Nigeria à la tête de l'institution. On peut se dire qu'on va faire un petit pas en avant. Je l'espère. Parce que, souvenez-vous de cette première échéance 2022, Boari, si je ne me trompe, était à la tête de très la fâché contre la démarche ivoirienne. Oui, il y a ce bloc anglophone contre le bloc francophone. Le bloc francophone a déjà l'acquis de la monnaie presque unique avec les pays de l'UEMOA, plus la Guinée-Bissau, qui font partie de 8 de l'UEMOA, contrairement au bloc anglophone qui est fait de différentes monnaies
de différentes devises dans ces États-là. Et là-dessus, l'arrimage par rapport à l'euro, qui est le grand souhait de ces grands messieurs de la BCEAO devenus nos gouvernants dans le monde francophone, on n'entend pas de cette oreille dans le monde anglophone. Et quand le Nigeria fait la moitié de votre marché, quand ça fait 70% de votre PIB, et que vous voulez arrimer une monnaie à l'euro, eux, ils ne l'entendent pas de cette oreille. C'est tout ça qui a posé le problème appelons les choses par le nom, de la trahison de la première monnaie ICO, notamment encore retrouvée au niveau de l'UEMOA. On a voulu créer une monnaie de l'UEMOA pour freiner ce processus d'intégration. C'est quand même terrible pour notre marché. Mais une chose est claire, aller vers la monnaie unique, c'est travailler au retour des 3 pays sahéliens aujourd'hui. Parce que nous avons opté pour la monnaie unique, parce que nous avons fait un diagnostic selon lequel nos économies sont trop fragiles pour avoir leur monnaie à elles-mêmes. Il nous faut mutualiser nos efforts pour avoir des monnaies. Si en Europe, ils n'ont pas pu finir leur intégration sans l'intégration économique. Et surtout, quand nous nous souvenons qu'en 1975, quand nous allions à la monnaie unique et quand nous allions à la création de la CEDEAO, nous avons parlé plutôt de communauté économique d'abord. Pour nous, il est extrêmement important de mettre le cap sur cet agenda. Les goulots d'étranglement, levons-les un à un et qu'on fasse ce jeu de franchise pour une fois. Qu'est-ce qu'il faut régler comme préalable d'abord pour aller à cette monnaie? Comment on dit, on n'a pas dit que la monnaie sera créée demain. J'ai lu dans le communiqué final qu'il y a un comité de haut niveau qui a été donc créé et qui travaille à créer des modalités. C'est quoi? Justement on est encore pour la création au comité de haut niveau de cette monnaie. Oui, parce qu'il faut aller voir le niveau de chaque État. On s'était donné un rendez-vous pour 2020. On n'a pas respecté. Et c'est en 2024. Non, concrètement, là, un comité de haut niveau. Je pense qu'à l'annonce de cette initiative, au niveau de chaque État, il y avait des dissensions. Nous avons traversé cette étape où des pays qui n'en voulaient pas. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous lisez le communiqué final, il y a plus de convergence, de volonté d'aller véritablement vers cette monnaie que de divisions que nous avons observées par le passé. Il est demandé aujourd'hui à chaque État membre de pouvoir voir à son niveau les mécanismes, n'est-ce pas, qu'il faut mettre aux normes pour permettre véritablement à ce que cette initiative puisse véritablement prospérer. Et donc, il y a que la décision d'aller vers la monnaie, ça n'a pas changé. Et au niveau de la CEDEAO, chaque État membre, n'est-ce pas, à son niveau, est en train de faire un travail, n'est-ce pas, pour que le comité de haut niveau qui a été mis en place puisse formaliser les modalités pour qu'on puisse aller vers cette monnaie. Nous savons que c'est un long processus, n'est-ce pas? Et n'oublions pas que nous avons toujours revendiqué cette souveraineté monétaire dans notre espace, de pouvoir disposer de notre propre monnaie qui puisse nous permettre d'échanger, n'est-ce pas, que de passer par des puissances étrangères pour frapper notre monnaie. Et donc, je pense que il faut observer le déroulement de ce processus, véritablement. Moi, je pense que la CEDEAO doit cesser de jouer un peu à les chiens à bois, la caravane passe. Vous savez, on est dans cette situation aujourd'hui parce qu'on n'a pas su gérer, on n'a pas su, disons, utiliser le leadership même de la CEDEAO lorsque on voit, par exemple, dans certains pays, on voit les pas que posent les dirigeants, c'est-à-dire prêts à tripatouiller les thèses pour s'éterniser au pouvoir. On en parlera tout à l'heure. Voilà, on ne dit rien et puis on s'enfonce davantage. La CEDEAO, pour moi, a évoqué cette question-là pour montrer que, bon, au-delà de tout, ça va, on avance et tout. On ne peut pas laisser parce que le problème va rester là. Un jour, ça va exploser. Si on évolue comme ça, avec le départ des 3 États, c'est que même au niveau des peuples, c'est-à-dire qu'au niveau du Niger, des peuples nigériens, des peuples burkinabés et même des peuples maliens, il y aura, à mon avis, un problème. Les autres, dès qu'ils vont créer leur monnaie, c'est-à-dire, vous voyez au Nigeria, dès que la monnaie, ça baisse là-bas, le taux de change, ça baisse. Ça n'empêche pas les commerces. Oui, mais ça agit, vous voyez tout de suite. Au Bénin, il y a beaucoup de choses qui changent de prix. Donc, le pouvoir d'achat des peuples va subir ces chocs-là de façon permanente. Et puis, dans la sous-région même, je me demande si nous allons pouvoir évoluer sur le plan du commerce, sur le plan de l'économie et même sur le plan du développement. Parce que le même article que vous pouvez acheter, par exemple, lorsque vous prenez par les pays sahéliens, lorsque vous transitez par le Niger, le Burkina ou encore le Mali, peut-être qu'au Bénin, vous venez, ce même produit sera cher. Alors que l'idée de départ, c'est de faire en sorte que dès que vous entrez dans cette zone-là,
que la monnaie soit forte, que ça puisse profiter aux États. Dans ce contexte-là, est-ce que nous pourrons véritablement rendre l'économie des États forte? Est-ce que nous pourrons véritablement évoluer? Est-ce qu'avec Tinubu, le projet peut vraiment avancer aujourd'hui? Non, vu la position et le poids économique du Nigeria, ça peut avancer. Mais moi, je dis, il y a toujours un préalable à régler. Okay. Le préalable, c'est la question de ces départs-là. C'est la question de ces départs. Parce que le projet a été conçu avec ces pays. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Comment est-ce qu'on va enlever les ingrédients? On crée notre monnaie, quitte à ce que s'ils sont partis effectivement, qu'ils s'adaptent aux réalités ou que s'ils doivent venir, qu'ils l'utilisent. C'est aussi simple que ça. Qu'ils s'adaptent, mais que nous-mêmes, nous adaptons. Oui, absolument. C'est la réalité du monde. Oui. C'est une option, ça peut ne pas être la meilleure, mais c'est une option. Vous avez demandé si sous Tinubu, la monnaie peut venir, peut avancer vers le projet. Mais moi, je n'en suis pas si certain. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai que ça restera pendant longtemps l'État-projet parce qu'il y a beaucoup de petits problèmes qu'il va falloir résoudre avant de pouvoir passer à cette étape-là. Premier problème, ces différents pays ont déjà leur monnaie. Donc, il va se poser déjà un problème de taux de change. Parce que j'ai entendu certains qui ont proposé... monnaie à peu près dans la région. Il y a certains qui ont posé un problème entre-temps. Ils ont dit qu'il faut d'abord introduire l'éco et qui va remplacer progressivement les monnaies locales, les monnaies nationales. Et maintenant, à quel taux va se fixer les échanges? Parce que tout va se jouer là. Chacun étant souverainiste, chacun étant défenseur de sa monnaie initiale, voudra que le taux de change l'arrange. Il va falloir trouver déjà un juste milieu pour accompagner cela. Et on fait confiance à nos experts, ce serait plus facile, non? Nos universitaires, c'est trop facile de le dire. C'est trop facile de le dire. Le deuxième aspect, aujourd'hui, il va falloir créer une banque centrale pour être responsable de cette monnaie et régulariser le fonctionnement de cette devise. Là encore, il va se poser un problème de souveraineté. Donc je pense qu'il y a des petits préalables qui doivent être faits. Et tant qu'on va régler ça, tant qu'on ne va pas régler, on ne pourra pas avoir la monnaie comme cela se doit. Vous savez, les Européens, il y a longtemps qu'ils sont passés à l'euro. Mais en Europe, il y a des monnaies encore nationales, malgré l'existence de l'euro. Oui, c'est ce que je rappelais tout à l'heure. Avant le Brexit, le Royaume-Uni était avec sa livre sterling. Avec sa livre sterling. Avant le Brexit. Oui, ça n'a pas tué l'euro. Justement, il faut trouver le moyen d'abord d'avoir la volonté de le faire. Ce qui manque jusque-là pour moi, c'est la volonté. Ce sont les intérêts de nos gouvernants avec le CFA. C'est trop juteux pour qu'on passe à un système pour lequel, oui, on en est conscient, on sait que c'est très peu pour les intérêts de nos économies que pour les intérêts de ceux qui nous gouvernent et ceux qui sont ces messieurs France-Afrique. C'est une évidence. Moi, je dis qu'il faut la volonté selon laquelle il faut privilégier les intérêts de nos marchés. Parce que même au plan continental, nous pensons à la ZLECAf, à la zone économique de libre-échange. On a même oublié ça. Oui, et nous, dans notre sous-région, on n'est pas encore prêts. Ça existe. Ça existe toujours. Et ça avance? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Un projet peut exister si et seulement si... Et c'est le risque avec l'éco. Ça, c'est le risque avec l'éco. Oui. On attend souvent 6 mois, 7 mois de la fin des agendas. On fait un sommet extraordinaire avec des déclarations qui nous font sauter. Il faut constater que c'est irréalisable. Il faut un jour nous prendre au sérieux sur le coup. Allez, on va prendre le dernier aspect de nos discussions ce matin. Le Nigeria, toujours, encore le Nigeria qui s'était engagé à faire respecter, en tout cas dans la sous-région, à amener les pays à respecter quand même les tests qu'ils se donnent à travers justement les constitutions qui sont établies afin d'éviter ce tripatouillage qui amène au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 17e mandat. Il me semble que quelqu'un même doit être à son premier mandat de la Deuxième République ou de la Troisième République qu'il a conduit. Et il s'apprête à prendre le Deuxième République. Il s'apprête à prendre le deuxième mandat de sa Quatrième République. Et puis, il est toujours dans le deuxième mandat. De sa République en plus. Alors, on a vu son prédécesseur, Mohamed Bouhari, s'énerver aussi sur le coup là, avec une bonne leçon dans son discours, l'un de ses derniers discours avant son départ de la tête du Nigeria. On a vu aussi Bola Tinubu remettre le tapis. Mais quelle chance aujourd'hui, quand on voit un peu notre ami togolais, notre ami ivoirien, notre ami... Bon, le Cameroun n'est pas de l'Afrique de l'Ouest. Oui, Franck. Il est africain.
Vous savez, j'ai comme l'impression qu'on joue aux hypocrites et on entretient une hypocrisie collective. Parce que ces chefs d'État, bizarrement, se retrouvent ensemble lorsqu'il y a sommet. Ils s'asseyent autour de la même table. Photos à la fin. Ils sont tellement jolis sur les photos. Lorsqu'on finit, on sort un communiqué et on dit, écoutez, nous allons faire respecter l'ordre constitutionnel, nous allons nous unir pour combattre le tripatouillage. Et le lendemain, dans son pays, le gars trouve le moyen de tripatouiller les textes. Et au prochain sommet... Si le Parlement a voté, qu'est-ce que lui, en tant qu'individu citoyen, il peut faire contre le Parlement? C'est ça le problème. Non, moi je pense même que... Je pense même que là où la CEDEAO n'a pas assez réfléchi même, je pense qu'il faut doser les choses au niveau de ceux-là qui font ces dérives-là. Plutôt que d'attendre que le feu soit allumé et maintenant de venir jouer au sapeur-pompier. Et mieux même, ils n'ont pas souvent le matériel pour bien jouer au sapeur-pompier. On lance des mots, ils viennent avec des bombes pour éteindre des feux. Et le protocole de Lomé, j'ai l'impression que personne n'en veut. Hein? Le protocole additionnel de Lomé, moi, vous connaissez ma religion à propos de 2015, c'est que nous n'étions pas assez mûrs pour arriver à un protocole politique de cette envergure. Pour moi, l'intégration économique est un préalable à l'intégration politique d'un certain niveau, notamment pour de gros apprentis de la démocratie comme nous. Ce vent a commencé par souffler chez nous seulement dans les années 90. Au nom de ça et au nom de notre niveau de développement, même si beaucoup d'experts ne s'accordent pas là-dessus avec moi, j'ai fait beaucoup d'échanges à propos de ce sujet, mais pour moi, l'intégration économique est un véritable préalable en Afrique de l'Ouest. Maintenant, ça marche par endroits. Au Ghana, au Nigeria, au Cap-Vert, au Sénégal. On a même réussi au Nigeria à doser avec une alternance nord-sud, nord-sud. Oui, et puis bon... Tribal et ethnique à la limite. Oui, ça évolue. Contre vents et marées, certes, mais on y arrive, on s'impose, je préfère ce verbe, on s'impose cette culture. Par endroits, ça ne marche pas. La dynastie Gnassingbé ne va pas quitter encore de sitôt avec la nouvelle constitution. La constitution, on a déposé les dossiers avec une constitution, on est allé voter avec une autre constitution, on est rentré dans une nouvelle république et ça aussi, la CEDEAO est venue, mais on n'en a pas parlé. On a fait plutôt une mission d'observation électorale. Il y a des super présidents dans la CEDEAO, il y a des présidents normaux, il y a des présidents qui sont des moins que rien, ou je sais pas qui on peut envoyer une armée de la qui on peut envoyer une armée de la CEDEAO. Mais une chose est sûre, là-dessus, la CEDEAO n'a pas les moyens de l'imposition. Ah oui? Oui, la CEDEAO est financée majoritairement par des puissances étrangères. Et au nom de ça, la CEDEAO n'a pas les moyens d'imposer la démocratie ou, je ne sais pas, ce discours de la conférence de Bâle encore déguisé à nos gouvernants. Pour la question de la démocratie et des coups de force, moi je propose à la CEDEAO de déposer légèrement son tablier, de revoir même les accords. Un aveu d'impuissance carrément. C'est un aveu d'impuissance parce qu'ils sont impuissants là-dessus. Et pour l'intégration économique, on peut faire des pas sur les questions sécuritaires, on peut faire également d'autres pas. Est-ce que la CEDEAO peut vraiment arriver à imposer les deux mandats constitutionnels à tout président qui prend le pouvoir dans l'espace ouest africain? Si nous commençons par la soutenir véritablement, puisque c'est notre organisation. Je pense que parfois, sa faiblesse, quand la CEDEAO fait preuve de faiblesse dans certaines crises, on en rit, on estime que, oui, c'est la CEDEAO, il y a des crises sur lesquelles la CEDEAO essaye de bomber le torse, il y a des crises sur lesquelles la CEDEAO reste tranquille et puis tout ça. Quand vous voyez au niveau des pays membres et comment est-ce que à la tête de ces pays on mène la vie démocratique, n'est-ce pas? N'espérons pas meilleur au niveau de l'organisation, puisque c'est chaque pays pris individuellement qui fait l'organisation. Moi, je pense que si nous mettons un peu de sérieux dans le respect des principes et des valeurs de cette organisation au niveau de chaque État, nous pouvons réussir. Vous avez donné des exemples où le Nigeria, en matière d'alternance, qui est un exemple, le Bénin, le Ghana, ces pays ont réussi. Vous avez des pays qui, depuis des lustres, n'est-ce pas, ont fait le choix d'une dynastie à la tête de ces pays, et cela ne risque pas de changer
pour demain. Si la CEDEAO muscle peut-être sa voix ou son dispositif vis-à-vis de ces pays, nous serons encore les mêmes à trouver que la CEDEAO est en train d'exagérer, la CEDEAO est en train de faire ceci, la CEDEAO est en train de faire cela. Et c'est là finalement je nous demande qu'est-ce que nous voulons véritablement de cette organisation. On en fait des coups d'État un peu partout. La CEDEAO dit mais c'en est trop, mais prenons des mesures fortes, n'est-ce pas, pour que de notre espace, on ne puisse plus observer cette façon de venir au pouvoir. On a trouvé que la CEDEAO n'a pas pris les bonnes mesures, il ne fallait pas aller de cette façon. Ok, d'accord, on va rester tranquille. Les coups d'État vont continuer. On va trouver que la CEDEAO reste toujours tranquille. Non, je pense que ce soit nous-mêmes, citoyens de ces pays membres, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes responsables de ce que notre organisation est en train de devenir. Si nous la voulons forte, oui, vous avez des chefs d'État où c'est dans leur intérêt que la CEDEAO soit toujours faible pour que, au niveau de leur État, qu'elle ne puisse pas trouver les moyens véritablement de faire le travail qu'elle doit faire pour refuser. Et ce discours, je reviens à ce discours de Tinubu, et ça fait peut-être partie des raisons pour lesquelles on a essayé encore de le reconduire en 2023, et je pense qu'il a insisté véritablement là-dessus sur le fait qu'il faut aussi combattre le coup d'État institutionnel. Il a dit. Et donc, j'espère que pour les 12 mois qu'on lui a accordés, il pourra aussi véritablement mettre en place son mécanisme pour amener ses pairs à ne plus torpiller les constitutions, à ne plus remettre en cause les républiques pour d'autres mandats. C'est ce à quoi nous assistons. Pendant qu'on s'occupait de la crise nigérienne, nous avons vu comment, jusqu'à côté, on a trouvé aussi une formule de rester encore au pouvoir. C'est malheureux. Non, déjà j'aimerais rectifier une chose. Ce n'est pas, le comportement de la CEDEAO qui est en fait critiqué par les populations par rapport au mandat et tout ça. C'est vrai que les putschs ont été décriés par la CEDEAO. Mais avant les putschs, il y a eu beaucoup de coups, beaucoup de forces constitutionnelles que la CEDEAO a regardé impassible et aller valider avec ses observateurs. Par endroit, oui. Par endroit, parce que là, on a fini, on nous dit qu'il y a eu des élections, il y a en fait, avec de petites erreurs qui n'entachent pas la crédibilité des élections. On connaît ce français. Mais quand vient le moment où il faut dire à ces hommes, ces messieurs, qui prennent le pouvoir et qui sont encore nostalgiques de la royauté et qui pensent qu'ils peuvent faire de l'État leur maison, leur famille, il faut leur dire non, il faut que la CEDEAO commence déjà à faire le toilettage. Bien que ce soit une organisation dans laquelle chaque État a quand même, je dois dire, le droit d'organiser sa politique interne. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord dans la mesure où je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que vous l'avez bien dit, c'est une organisation, c'est une institution commune au sein de laquelle chaque État est souverain. Mais dans cette souveraineté, nous avons vu la CEDEAO décider d'une armée qui ira de rétablir la souveraineté ou du moins la démocratie dans un pays. Si la CEDEAO avait cette possibilité pour corriger ou du moins pour amener les messieurs qui, d'une certaine manière, viennent avec une constitution donnée, qui constate que c'est cette constitution qui a été établie, qui leur a permis de venir justement au pouvoir, et qui, une fois au pouvoir, veulent maintenant changer la donne pour pouvoir s'éterniser, ou peut-être même mourir au pouvoir. Je pense que la CEDEAO aussi, ne serait-ce que par des communiqués, rien que par des communiqués, je pense que la CEDEAO aurait fait beaucoup en son temps. Mais on n'a rien vu. Il y a eu un silence plat, un mutisme, un silence de mort. On finish. Non, laissez-moi terminer. On finish. Combien de condamnations vous avez eu dans le temps? Il n'y a pas eu de condamnation. Après la situation, il y a eu plusieurs fois des démonstrations de constitution. Combien de communiqués vous avez eu en son temps? Commençons par là. Nous suivons très près la situation. Quand vous suivez très près la situation et que vous ne dites pas qu'il y a une mal donne, je pense qu'il faut justement finir en disant que la CEDEAO a péché par mutisme et c'est son mutisme qui est en train de jouer contre elle actuellement, parce que si entre-temps, en amont, elle avait pris la décision de dire attention messieurs, la manière dont vous retouchez la constitution de votre pays, ça n'engage que vous. Quand ça va péter, vous répondez. Je pense que déjà à ce niveau, la population va applaudir la CEDEAO quand elle dira aux putschistes, sortez, quittez le pouvoir, laissez le pouvoir. Franck, si le peuple sénégalais n'avait pas pris son destin en main,
Vous savez, j'ai vu récemment les images de Macky Sall dans les rues de New York et il marchait. Il serait encore au palais de la présidence sénégalaise, oui, sénégalaise, oui, pour en train d'exercer encore un mandat après le tripatouillage des tests. Il a fait la Troisième République sous lui, non? Parce qu'il avait déjà fait 7 ans, une première République, puis après il a fait une deuxième République. Alors que c'est quelqu'un qui n'a pas manqué d'ingéniosité quand il était au pouvoir. Il a travaillé et il lui suffisait de passer simplement le pouvoir tel qu'il est parti. Enfin, c'est pour dire que lorsque cette situation se pose, on ne sent pas la CEDEAO agir. Est-ce qu'on n'a pas peut-être... Comment est-ce qu'elle pouvait agir? Non, mais il faut appeler ces chefs d'État et les raisonner tout au moins. Comment? Ce n'est pas votre enfant. Non, soit la communauté s'occupe des problèmes économiques, tels qu'on le dit, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tout simplement, où c'est une communauté qui s'occupe de tout, qui s'occupe de l'avancement des États. Parce que si le pays n'est pas stable, aucune économie ne peut prospérer. Et donc, pour moi, je rejoins celui-là qui a proposé qu'il faut une refonte de la CEDEAO. Peut-être qu'au niveau des tests qui ont créé la communauté, on n'a pas suffisamment considéré ces aspects-là. Aujourd'hui, il faut relire peut-être, il faut retourner, relire les tests pour voir s'il ne faut pas inclure ces détails-là. Très rapidement. Vraiment rapidement. Oui. La première des choses, quand Franck parle des textes, ce sont les textes qui ont suivi après. Les textes qui disent qu'il y a entrée en vigueur systématique dès que la conférence des chefs d'État et de gouvernement adopte quelque chose, comme le protocole de Lomé, par exemple. Je parie qu'il y a des États comme le Togo qui ne ratifieraient jamais le protocole qui a bien été fait sur leur territoire, sur la démocratie, parce qu'un certain Yassine Bey n'est pas prêt à quitter le pouvoir encore de son vivant. Maintenant, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que les mêmes instruments qui condamnent les coups de force, les changements anticonstitutionnels de gouvernement, ces mêmes instruments régionaux condamnent le tripatouillage. Oui. La belle preuve, quand on parle de 6 mois avant, c'est un protocole de la CEDEAO qui a dit que 6 mois avant les élections, il ne faut pas toucher les textes électoraux. Et quand on a touché les textes électoraux une semaine avant les élections au Togo, ces instruments se sont tus. Ces instruments qui ont fait dire aux gens qu'il faut amener des militaires à Niamey pour remettre Bazoum au pouvoir, ces instruments n'existaient pas. En fait, la CEDEAO va au même rythme que les chancelleries occidentales. Quand elles sont contentes, la CEDEAO est contente. Quand elles ne sont pas contentes, c'est le même rythme. Vous avez vu la France, la position de la France par rapport au Togo, c'est la même position que la CEDEAO a eu. Oui, vous avez vu comment Bruno Le Maire est venu tutoyer Alassane Ouattara à sa réélection au 3e mandat. C'est le même comportement que la CEDEAO a eu. Regardez bien, ils sont 6 à moi. Ils ont le même comportement et jusqu'au jour où ça va demeurer, ça ne changera pas. Bon, autant dire que... Comme l'année prochaine, c'est d'aura 50 ans, ça va être peut-être l'occasion de remettre en cause, comment on dit, cette disposition et voir comment est-ce qu'il faut harmoniser les choses. Moi je veux faire confiance à Bola Tinubu. Il va changer tout ça. Il va changer tout ça. Ça force contre les coups de test institutionnels. Les gars, bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Bonne journée à vous aussi.